J'enchaîne pour qu'on ait le temps d'aborder plusieurs aspects. Une troisième idée reçue un peu sur comment on est passé de cette idéologie à une idéologie, une vision du monde qui est rentrée en action. Et notamment, vous parlez quand même un petit peu de la composition du nazisme. Qui sont ces bourreaux? Qui vont être les futurs bourreaux du génocide et de la Shoah? Idée reçue classique, le nazisme étant le mal absolu, tous les nazis sont des fous, des décérébrés, des hommes avides de sang et de pouvoir, et ça ne peut être que l'œuvre du mal. Bien évidemment, c'est le mal absolu, ce qu'ont fait les nazis. Mais si vous expliquez ça par la folie, en fait, vous n'expliquez rien du tout. C'est Spinoza qui disait, on n'est pas là pour rire, pas là pour pleurer, on est là pour comprendre. Donc on ne va pas se mettre à pleurer ou à rire, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et si vous expliquez ça par la folie, vous allez donc peut-être potentiellement excuser le crime. Parce que vous savez que les fous, on ne les juge pas de la même manière que ceux qui ne sont pas fous. Je vous ai mis une photo totalement anodine et sans rapport avec le crime. On est en 1931. Vous avez une division classique de la SS. Alors ça va peut-être vous surprendre de voir des SS habillés comme ça, tout simplement parce qu'on est en 31. La reprise en main de la SS par Heydrich, ça va être en 36, et c'est là où vous commencerez à voir les SS tels que vous les connaissez, avec la casquette, la tête de mort, l'ordre noir, habillé tout en noir, par Hugo Boss. Et là, on n'a pas du tout ça. On a une division, on a l'impression que c'est monsieur et madame tout le monde. Si vous regardez, il y a quelqu'un qui fait les oreilles de lapin à un de ses camarades. Voilà, ils ont l'air de bien s'amuser. Alors, ils ont l'air de bien s'amuser, mais ils sont en train de lire un journal qui s'appelle Der Stürmer, si vous regardez bien. C'est un ramassis d'ordures antisémites, des appels au meurtre. Son directeur, Julius Streicher, sera jugé à Nuremberg. C'est un des 22 accusés de Nuremberg. Il sera pendu. Donc on a déjà des gens qui sont formés idéologiquement. Ce ne sont pas des fous. C'est des personnes qui ont une inversion par rapport à nous de la morale classique judéo-chrétienne du bien et du mal. Ces gens-là vont dire qu'ils vont faire la Aufgabe, la tâche, le devoir. Les gens que vous avez là en train de fusiller un juif, ce sont les gens que vous avez vus juste avant. C'est-à-dire 10 ans après, on va les retrouver sur le front de l'Est. Ces gens-là ont eu une formation pendant 10 ans où on leur a expliqué que s'ils ne tuaient pas les juifs, ce sont les juifs qui allaient les tuer eux-mêmes. Donc pour eux, ils sont convaincus de faire le bien. Je sais que c'est extrêmement choquant de dire ça, mais c'est une réalité pour pénétrer ce qu'on appelle l'univers mental des bourreaux. Comment vous pouvez expliquer qu'autant de personnes, donc ça c'est un groupe de personnes qu'on appelle les Einsatzgruppen, est-ce que ça parle à tout le monde? Les Einsatzgruppen, groupe mobile de tuerie, c'est ces policiers, puisque l'essentiel sont des policiers, environ 3000 hommes divisés en 4 regroupements qui, de la mer Baltique à la mer Noire, à partir de fin juin, début juillet 1941, vont progresser vers l'Est, derrière la Wehrmacht. Ils vont faire ce qu'on appelle des opérations de ratissage. C'est les premiers acteurs du génocide. Ils vont faire 1 million de victimes de fin juin, début juillet 1941 à décembre 1941. Ces gens-là, ce sont ces hommes ordinaires, comme le disait Christopher Browning dans sa thèse, des hommes ordinaires qui sont des volontaires. Je vous rappelle que les acteurs du génocide, là encore, idée reçue à déconstruire, Hitler n'a forcé personne. Les hommes extraordinaires, c'est les hommes qui ont refusé de participer aux tueries de masse, puis au génocide. La thèse de Browning, elle est simple. Vous avez un commissaire de police qui va faire aligner ses policiers dans son commissariat, et il va vous dire, voilà, demain, nous allons tuer hommes, femmes et enfants juifs. Ceux qui veulent, faites un pas devant moi. Browning dit, entre 90 et 95% des policiers font ce pas. Les 5 à 10%, c'est les hommes extraordinaires qui ont refusé de faire ça. Donc les nazis, les bourreaux nazis, sont des gens qui sont profondément convaincus. Ce ne sont absolument pas des fous ou ce ne sont pas des gens un peu simples d'esprit qui se sont fait rouler dans la farine. C'est des gens qui sont animés par cette idée que s'ils ne font pas la Aufgabe, leur tâche, tôt ou tard, c'est leur famille qui reste décimée, qui risque d'être décimée. Vous connaissez peut-être cet extrait de Walter Mattner, donc un des membres des Einsatzgruppen. Je vous le lis, c'est extrêmement court. Il écrit à sa femme, donc on a des lettres des nazis qui ont commis le génocide. Je dois te raconter quelque chose. Hier, j'ai participé à une exécution massive. Mes mains tremblaient un peu lorsque je visais, mais on s'habitue.
Je tirais de manière précise sur nombre d'enfants, de femmes, d'enfants, de nourrissons. Je songeais que j'avais aussi 2 bébés à la maison avec lesquels ces hordes agiraient de la même manière, si ce n'est 10 fois pire. Je te raconterai tout ça quand je viendrai à la maison. Ici, 27 000 juifs ont été descendus, 24 000 à Kiev. Mais c'en est assez pour aujourd'hui, sinon tu vas croire que je suis sanguinaire. Bon, Walter Madner, c'est pas un bourreau classique. Pour le coup, c'est vraiment quelqu'un de sanguinaire. On a d'autres témoignages où il explique qu'il prend des nourrissons, il les jette en l'air, il leur tire dessus, type tir au pigeon d'argile. C'est pas quelqu'un de classique au sein des Einsatzgruppen. Mais je voulais vous montrer cette lettre pour vous montrer ce qu'est le nazisme. Vous avez vu cette phrase? Je songeais que j'avais aussi 2 bébés à la maison avec lesquels ces hordes agiraient de la même manière, si ce n'est 10 fois pire. Comment on peut faire 10 fois pire que ça? Il n'y a aucune explication rationnelle, si ce n'est de comprendre comment on a inversé cette logique du bien et du mal. Il est convaincu de faire le bien, et s'il ne fait pas le bien, c'est le mal qui va s'abattre sur lui et sa propre famille. C'est ça l'univers mental des bourreaux et l'univers mental des nazis. Donc cette idée systématique de dire les nazis étaient des fous, étaient des gens peu cultivés, malheureusement, il faut un minimum de culture pour arriver à planifier une extermination programmée de 6 millions de personnes. Les chefs des Einsatzgruppen, vous avez quelqu'un dont je vous reparlerai en conclusion qui s'appelle Otto Ollendorf. Otto Ollendorf est quelqu'un qui a un double doctorat. Bon, c'est pas l'idiot du village. Voilà. C'est un de ceux qui est à la tête du génocide. Donc ce sont des gens parfois surdiplômés qui sont responsables du pire, tout simplement parce qu'ils sont animés par cette vision du monde nazi. Alors j'avance, parce que je vois que l'heure tourne. Il y a une autre idée reçue, alors là peut-être que j'enfonce une porte ouverte, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça, mais je voulais quand même préciser aussi un petit peu le vocabulaire utilisé par les nazis, parce que c'est malheureusement, on s'en rend compte même encore dans certains manuels scolaires, il y a des abus de langage qui viennent en fait troubler la réalité du nazisme et troubler la réalité aussi du génocide. Camp de concentration, vous avez peut-être lu ou appris camp d'extermination. Bon, ce sont des mots qu'il faut manier avec prudence parce que si on ne sait pas ce qui s'y cache derrière, on ne peut pas comprendre en fait la réalité de la pensée nazie. Je vous ai mis trois photographies, l'entrée de 3 camps de concentration. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes allés visiter ces lieux où je pense qu'en tout cas, le portail d'Auschwitz, vous l'avez tous déjà vu au moins une fois dans votre vie. Et vous êtes rendu compte que, par exemple, à Oranienburg, on est en banlieue de Berlin. C'est le camp de concentration principal. Oranienburg-Sachsenhausen, c'est le camp principal de Berlin. Auschwitz, on est à Auschwitz en Pologne. Et on a Buchenwald en Allemagne aussi. Et vous avez cette inscription. Le travail rend libre. Idée reçue, les nazis étaient des pervers. Voilà, le travail rend libre, alors qu'ils savent qu'ils sortiront jamais du camp de concentration. C'est complètement dégueulasse de marquer ça. Non, on est dans un camp de concentration. On n'est pas dans un centre de mise à mort. Le camp de concentration dans le nazisme, c'est un outil répressif, un outil carcéral. Il n'a pas vocation à tuer. Il a vocation à rééduquer. D'où l'inscription « Le travail rend libre ». Vous prenez une peine de prison, à la fin de votre peine de prison, vous sortez. Vous allez sortir libre. On est dans une récupération de la philosophie hegélienne où c'est par le travail que vous allez vous accomplir. Vous rentrez, vous êtes un vilain communiste, vous sortirez, vous serez un bon nazi. Parce que vous aurez purgé votre peine et vous aurez travaillé. À Buchenwald, ils n'ont pas choisi cette inscription, ils ont choisi l'inscription « À chacun sa peine ». Chacun a ce qu'il mérite. Traduire comme vous voulez, c'est à peu près ça l'idée. Vous avez commis une faute, vous allez payer, vous l'avez mérité, et puis vous sortirez. Bien évidemment, on meurt dans un camp de concentration, mais ce n'est pas le but du camp de concentration. Les camps de concentration, ce sont des outils de l'arsenal répressif nazi. Il n'y a pas de juifs en 1933 quand les camps de concentration sont créés. Dachau est créé fin mars, début avril 1933. Il est créé pour les opposants politiques. On va enfermer Ernst Thälmann, le patron du KPD. On ne va pas enfermer les juifs. Les juifs vont intégrer les camps de concentration à partir du pogrom du 9 novembre 1938, que vous connaissez sous le nom de la nuit de cristal, où là, on va enfermer 30 000 juifs. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire.
On a arrêté les Juifs, il faut les enfermer. Mais les camps de concentration ne sont pas prévus pour l'extermination. Il y a d'autres lieux pour ça. C'est les centres de mise à mort ou centres d'extermination. C'est les territoires de la Shoah. Idées reçues, on les met dans des camps d'extermination. Non, ça n'existe pas un camp d'extermination. On ne campe pas sur un lieu d'extermination. Vous êtes exterminé, point barre. Je vous parlerai d'Auschwitz un petit peu après. C'est le seul lieu très spécial où vous avez une confusion des différents sites. Mais la plupart des lieux, Treblinka pour les Juifs de Varsovie, Belzec, Sobibor, Chelmno, Lublin Majdanek, qui sont ces structures de mise à mort avec ce que vous connaissez, le bunker, c'est-à-dire la chambre à gaz et le crématoire. C'est des lieux où les Juifs et les Tziganes, pour certains, ne restent pas. Il se passe 1 heure ou 2 entre le moment où ils débarquent et le moment où ils sont mis à mort. Donc ce camp d'extermination est totalement impropre. Vous allez peut-être dire, il est en train de chipoter sur les termes. Non, je ne chipote pas. Parce que si vous partez du principe que les nazis avaient prévu de les faire camper, vous ne comprenez pas ce qu'est un génocide. Un génocide, c'est la disparition de tout ou partie d'un groupe cible à partir d'une programmation et d'une planification. Le plan, c'est de les faire disparaître. Point barre. Le plan n'est pas de les faire camper. Donc, je sais que ça a été popularisé par la littérature anglo-saxonne, les death camps, les camps de la mort. Nous, après, dans les manuels, on a eu tendance à marquer camp d'extermination, mais le terme exact, c'est centre de mise à mort ou centre d'extermination. Les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours.